Et si les guerres du futur n'étaient pas menées avec des chars ou des missiles, mais avec des ports, des câbles Internet et des microprocesseurs? Cela peut sembler étrange, mais aujourd'hui, le cœur de la rivalité entre grandes puissances ne se situe plus sur les champs de bataille militaires. Il est ailleurs. Il se trouve dans les infrastructures qui soutiennent nos vies quotidiennes. Quand vous ouvrez une application sur votre téléphone, quand vous regardez une vidéo en ligne, ou quand un navire transporte du pétrole à travers un détroit, vous dépendez d'infrastructures. Parfois visibles, comme les ports. Parfois invisibles, comme les câbles sous-marins qui transportent 99% du trafic Internet mondial. Et parfois minuscules, comme les semi-conducteurs dans nos téléphones, nos ordinateurs et nos voitures. Et c'est là que les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, mais aussi la Russie, l'Inde, le Japon, la Turquie, les pays du Golfe, et l'Afrique elle-même se livrent une bataille. Une bataille pour savoir qui contrôle, qui finance et qui sécurise ces infrastructures. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le commerce mondial, la technologie et les infrastructures sont devenus le nouveau champ de compétition. Nous verrons les problèmes, les enjeux pour chaque acteur, les scénarios possibles et le rôle central de l'Afrique. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, faisons un pas en arrière. Après la fin de la guerre froide, dans les années 1990, une idée dominait, celle d'une mondialisation sans frontières. Les entreprises pouvaient délocaliser, les marchandises circulaient librement et Internet se déployait rapidement. Les infrastructures existaient, bien sûr, mais on les considérait comme neutres. Personne ne pensait qu'un câble Internet ou un port pourrait devenir une arme géopolitique. Puis, en 2013, la Chine lance l'initiative appelée Belt and Road Initiative, que l'on traduit par les nouvelles routes de la soie. L'idée est simple, investir massivement dans des ports, des routes, des chemins de fer, des pipelines et même des câbles numériques pour connecter la Chine au reste du monde. En une décennie, plus de 1000 projets ont été financés, de l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Asie. En 2018, tout bascule avec le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Si vous voulez en savoir plus sur les détails de cette guerre, on fera une vidéo spécialement sur ça. Pour faire court, les États-Unis imposent des droits de douane. La Chine riposte. Très vite, le conflit dépasse les simples questions de taxes. Il touche aux technologies, aux entreprises et aux infrastructures critiques. La pandémie de Covid-19 en 2020 agit comme un électrochoc. Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent, les masques manquent, les composants électroniques deviennent introuvables. Les États réalisent soudain à quel point ils dépendent de quelques pays pour leurs besoins stratégiques. Depuis 2022, cette prise de conscience s'est traduite par des politiques concrètes. La loi américaine sur les semi-conducteurs appelée Chips and Science Act, des restrictions sur l'exportation de technologies avancées vers la Chine, et du côté européen, le programme Global Gateway, visant à financer des infrastructures durables et à réduire la dépendance. Commerce mondial et routes critiques. Le commerce mondial, c'est la circulation de biens par voie maritime, terrestre et aérienne. Mais plus de 80% des échanges internationaux passent par la mer. Et surtout, 60% transitent par la zone Indo-Pacifique. Cela signifie que quelques routes maritimes concentrent la majorité du commerce mondial. Exemple, le canal de Suez, en Égypte. En 2021, un seul navire, l'Ever Given, s'est retrouvé bloqué en travers du canal. Pendant 6 jours, il a paralysé une partie du commerce mondial. Des centaines de navires attendaient. Des milliards de dollars étaient perdus chaque jour. Cet épisode a montré à quel point une seule infrastructure pouvait fragiliser toute l'économie. Autre exemple, le détroit de Malacca, entre la Malaisie, l'Indonésie et Singapour. C'est l'une des routes les plus fréquentées au monde, essentielle pour l'approvisionnement énergétique de la Chine et du Japon. Enfin, le détroit de Taïwan. Là, l'économie mondiale dépend non seulement des flux maritimes, mais aussi des semi-conducteurs fabriqués par Taïwan, dont l'entreprise TSMC est le leader mondial. 2025, une nouvelle réalité s'impose. La compétition mondiale ne se joue plus seulement dans les armées ou les finances,
mais dans le contrôle des infrastructures qui soutiennent l'économie mondiale. Infrastructures numériques invisibles. On l'oublie souvent, mais Internet ne voyage pas par satellite. À 99%, il circule grâce à des câbles posés au fond des océans. Ces câbles sont financés par des États, mais aussi par des entreprises privées comme Google, Meta ou Huawei. Ces câbles sont vulnérables. Ils peuvent être coupés par accident, comme lors de tremblements de terre sous-marins. Ils peuvent être sabotés, comme cela a été suspecté en mer Baltique en 2022 et 2023. Et surtout, celui qui contrôle ces câbles peut théoriquement contrôler la circulation de l'information, l'espionnage et même la coupure de réseau. Semi-conducteurs ou pétrole du XXIe siècle. Les semi-conducteurs sont devenus le pétrole du XXIe siècle. Sans eux, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de voiture moderne, pas d'intelligence artificielle, pas d'armement sophistiqué. Aujourd'hui, la majorité des semi-conducteurs les plus avancés est produite à Taïwan par l'entreprise TSMC. Les États-Unis veulent réduire leur dépendance en finançant massivement la relocalisation de la production. La loi américaine CHIPS prévoit plus de 50 milliards de dollars pour attirer les fabricants sur le sol américain. En gros, CHIPS est une loi qui a pour objectif principal la réduction de la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l'Asie, surtout Taïwan et la Corée du Sud, pour la fabrication de semi-conducteurs, la relance de la production sur le sol américain et le renforcement de la recherche et l'innovation dans des domaines stratégiques comme intelligence artificielle, défense, espace, énergie. La Chine, de son côté, investit des centaines de milliards dans ses propres entreprises, mais elle reste en retard sur les technologies les plus avancées. L'Union européenne tente de rattraper son retard avec son programme Global Gateway, mais ses moyens sont plus limités. Les enjeux. Les États-Unis cherchent avant tout à protéger leur avance technologique et leur domination dans les infrastructures critiques. Leur stratégie repose sur 3 piliers. D'abord, l'utilisation des sanctions et des restrictions d'exportation pour limiter l'accès de la Chine aux technologies sensibles. Ensuite, la multiplication des alliances, comme le Quad avec le Japon, l'Inde et l'Australie, ou encore AUKUS avec le Royaume-Uni et l'Australie, pour sécuriser l'espace Indo-Pacifique. Enfin, de vastes subventions publiques, comme la loi CHIPS, destinée à relocaliser la production de semi-conducteurs et renforcer l'innovation sur leur sol. Mais malgré ces efforts, Washington reste dépendant de l'Asie pour une partie essentielle de son approvisionnement. De son côté, la Chine veut réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident et étendre son réseau mondial. Elle finance massivement des infrastructures à l'étranger, comme les ports de Gwadar au Pakistan, de Djibouti en Afrique ou du Pirée en Grèce. Elle soutient aussi ses champions technologiques, à l'image de Huawei, et développe des routes de la soie numériques, avec des câbles sous-marins et des centres de données. Pékin dispose d'un avantage, sa capacité à mobiliser rapidement des financements. Mais elle se heurte aussi à la méfiance de nombreux pays, qui craignent le poids de la dette et l'influence politique associée. L'Union européenne, elle, cherche à éviter d'être coincée entre Washington et Pékin. Sa réponse est le programme Global Gateway, qui promet 300 milliards d'euros pour financer des infrastructures durables dans le monde. Bruxelles mise aussi sur la régulation pour défendre ses valeurs et ses normes, notamment dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais sa capacité financière reste inférieure à celle des États-Unis ou de la Chine, ce qui limite son impact. La Russie reste une grande puissance, même si son économie a été fragilisée par la guerre en Ukraine et par les sanctions occidentales. Elle continue de disposer d'un arsenal nucléaire considérable, d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et d'une influence militaire mondiale. Ses leviers principaux sont l'énergie et la géographie. Moscou redirige désormais une partie de ses exportations de gaz et de pétrole vers la Chine, notamment à travers le gazoduc Force de Sibérie. Elle mise aussi sur la route de l'Arctique, rendue plus navigable par le changement climatique, pour développer une nouvelle voie maritime reliant l'Asie et l'Europe. Enfin, elle cherche à renforcer sa présence en Afrique par le biais d'accords militaires, de mercenaires et de projets portuaires. Mais cette stratégie a un coût.
la Russie devient de plus en plus dépendante de Pékin pour écouler ses ressources et accéder aux technologies. L'Afrique, elle, n'est pas un nouveau pivot. Elle a toujours été au centre des dynamiques mondiales. Depuis la traite transatlantique des esclaves jusqu'à la colonisation et aux 2 guerres mondiales, le continent a été exploité, utilisé et intégré de force dans les logiques de puissance. Aujourd'hui, il continue d'être central, mais d'une manière qui lui laisse davantage de marge de manœuvre. Ses ports stratégiques, comme Djibouti, Lagos, Durban ou Mombasa, attirent des financements chinois, occidentaux ou du Golfe. Ces câbles numériques sont posés par Google, Meta, Huawei ou encore l'Union européenne. Et ces ressources critiques, cobalt de la République démocratique du Congo, lithium d'Afrique australe, uranium du Niger, sont essentielles à la transition énergétique et numérique mondiale. Pour les pays africains, cette compétition est une opportunité de financer des infrastructures, de créer des emplois et de moderniser leurs économies. Mais elle est aussi un risque, car elle peut renforcer la dépendance, provoquer une nouvelle spirale de dette et menacer la souveraineté. L'Inde apparaît comme une puissance montante. Sa population a dépassé celle de la Chine, son économie croît rapidement et elle attire de plus en plus d'investissements. L'Inde participe au corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui vise à relier l'Asie au continent européen en passant par le Golfe. Elle coopère avec les États-Unis et le Japon dans le cadre du Quad, mais elle continue aussi d'acheter des armes et de l'énergie à la Russie. Cette position hybride lui permet de jouer sur plusieurs tableaux et de renforcer sa crédibilité comme alternative. Le Japon, souvent discret sur le plan militaire, mise sur une diplomatie des infrastructures dites de qualité. Tokyo finance des projets transparents, respectueux de l'environnement et moins risqués sur le plan de la dette. Il est actif en Asie du Sud-Est et en Afrique. Et il reste un acteur technologique clé dans l'automobile, l'électronique et les batteries. La Turquie, elle, tire profit de sa géographie. Située entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie centrale, elle contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, passage stratégique entre la mer Noire et la Méditerranée. Elle ambitionne de devenir un hub énergétique et commercial incontournable. Ces entreprises de construction investissent aussi en Afrique et au Moyen-Orient, consolidant son influence régionale. Enfin, les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou le Qatar, utilisent leurs fonds souverains pour investir massivement dans les infrastructures mondiales. Ports, compagnies aériennes, data centers. Ils veulent devenir des plateformes logistiques et numériques, reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Dubaï et Doha sont déjà des hubs mondiaux. Et pour diversifier leurs économies, ces États financent aussi des projets de transition énergétique et de villes intelligentes. En résumé, le monde n'est plus seulement dominé par un duel États-Unis contre Chine. Il est multipolaire. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et la Russie sont les grandes puissances centrales. L'Inde, le Japon, la Turquie et les pays du Golfe sont des acteurs intermédiaires capables de jouer sur les équilibres. Et l'Afrique, loin d'être un simple terrain de jeu, reste un centre historique et incontournable des dynamiques mondiales. Alors, à quoi pourrait ressembler le futur de cette compétition mondiale autour des infrastructures? 3 scénarios se dessinent, chacun avec ses propres logiques et ses propres conséquences. Premier scénario, la fragmentation contrôlée. Dans ce scénario, le monde se divise clairement en blocs régionaux. Les États-Unis, soutenus par leurs alliés européens et asiatiques, consolident leur chaîne d'approvisionnement. La Chine, de son côté, approfondit ses partenariats avec la Russie et plusieurs pays du Sud global. L'Union européenne, malgré sa volonté d'autonomie, se rapproche stratégiquement de Washington tout en gardant quelques marges pour ses propres projets. La Russie reste une grande puissance, mais elle est plus intégrée à l'espace chinois, notamment par ses exportations d'énergie et ses projets en Arctique. Son influence continue en Afrique, en Syrie ou en Asie centrale, mais avec une dépendance accrue vis-à-vis de Pékin. L'Afrique, fidèle à son rôle historique, reste au centre des rivalités mondiales. Mais elle est fragmentée. Certains pays se rapprochent de la Chine, attirés par ses financements rapides, d'autres privilégient l'Europe ou les États-Unis.
Ce morcellement reflète une continuité. Depuis l'époque coloniale, le continent a été un lieu de compétition externe, mais il cherche aujourd'hui à négocier de meilleures conditions. Dans ce scénario, le commerce mondial ralentit, les coûts augmentent, mais la logique reste celle d'un système fragmenté mais gérable. Deuxième scénario. L'escalade. Ici, une crise agit comme détonateur. Cela peut être un conflit ouvert autour de Taïwan, une cyberattaque massive qui coupe plusieurs câbles sous-marins en Afrique, ou encore un blocage prolongé du canal de Suez. Dans ce contexte, les infrastructures ne sont plus seulement des leviers d'influence, elles deviennent des cibles directes. Les États-Unis et la Chine s'affrontent de manière beaucoup plus frontale. La Russie, déjà en confrontation avec l'Occident, s'aligne pleinement sur Pékin et accentue son rôle militaire et énergétique. L'Europe subit le choc, incapable de se protéger totalement des ruptures d'approvisionnement. L'Afrique est durement touchée. Parce qu'elle est historiquement et géographiquement au centre des flux mondiaux, un blocage dans la mer Rouge, le golfe de Guinée ou l'océan Indien a des répercussions immédiates. Les économies africaines souffrent de la dépendance aux importations et les financements extérieurs ralentissent. Mais paradoxalement, le continent devient aussi un champ de bataille stratégique. Ports, câbles et ressources sont disputés comme jamais. Ce scénario est moins probable que le précédent, mais il aurait des effets déstabilisateurs considérables à l'échelle de la planète. Troisième scénario. La coopération minimale. Dans ce cas, malgré les tensions, les grandes puissances trouvent des terrains d'entente. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et la Russie parviennent à des accords ponctuels, par exemple pour sécuriser certaines routes maritimes, établir des normes de cybersécurité ou financer ensemble des infrastructures durables. L'Afrique profite pleinement de ce scénario. Comme toujours dans l'histoire, elle est au cœur des échanges mondiaux. Mais cette fois, elle parvient à transformer cette centralité en avantage. L'Union africaine, pour une fois, joue un rôle plus fort pour coordonner les négociations et éviter que chaque pays ne soit isolé. L'Inde et les pays du Golfe deviennent des médiateurs, profitant de leur rôle de puissance intermédiaire. Ce scénario est moins probable, car il suppose une volonté de compromis qui, aujourd'hui, n'est pas dominante. Mais il montre qu'une voie existe entre la confrontation et la fragmentation totale. Ces trois trajectoires, fragmentation contrôlée, escalade brutale ou coopération minimale, mettent en évidence une constante. Les infrastructures sont au cœur des rapports de force. Ports, câbles, pipelines, semi-conducteurs. Qui les contrôle détient le pouvoir. Et à travers ces scénarios, une évidence demeure. La Russie conserve son statut de grande puissance, même fragilisé. Et l'Afrique n'est pas un nouvel acteur, mais un centre historique de la compétition mondiale dont l'importance perdure et se transforme au fil des siècles. Mais la grande question reste ouverte. Est-ce que le monde va se diviser en blocs irréconciliables, entrer dans une confrontation brutale, ou trouver une forme de coopération minimale? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous à Géopulse AZ pour ne rien manquer.